La plupart d'entre nous développeront une maladie rénale chronique en vieillissant. C'est normal quand on vieillit. Mais c'est la vitesse du déclin qui nous intéresse dans une perspective de longévité. Et il y a des signes dont il faut absolument être conscient. Mais tout d'abord, cette vidéo est destinée à des fins éducatives. Veuillez consulter votre médecin pour déterminer les mesures à prendre pour votre santé personnelle. La plupart des gens ne pensent pas à leurs reins jusqu'à ce qu'un problème catastrophique survienne. Il s'agit simplement de deux organes en forme de haricots cachés dans votre dos. Vous en avez brièvement entendu parler à l'école, puis vous avez probablement oublié. Mais vos reins font quelque chose d'extraordinaire chaque jour. Ils filtrent environ 200 litres de sang, éliminent les toxines, régulent l'équilibre des fluides, maintiennent les niveaux d'électrolytes, produisent des hormones et maintiennent l'ensemble du système en équilibre. Et lorsque les reins commencent à faiblir, c'est tout l'organisme qui se désagrège. La tragédie, c'est que l'insuffisance rénale précoce est largement évitable et gérable si elle est détectée à temps. Mais la plupart des gens ne la détectent pas à temps parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut rechercher. Les symptômes sont subtils. Il est facile de les ignorer. Et lorsqu'ils deviennent évidents, des dommages importants se sont déjà produits. De nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale auraient pu être évitées si les signes avant-coureurs avaient été identifiés plus tôt. Les indices étaient présents depuis des mois ou des années, mais personne n'a fait le rapprochement. Personne n'a reconnu que la fatigue persistante, l'urine mousseuse ou les gonflements inexpliqués n'étaient pas des manifestations normales du vieillissement ou du stress. Il s'agissait de signaux de détresse précoce émis par des reins défaillants. Aujourd'hui, je veux changer cela pour vous. Nous allons passer en revue 7 signes avant-coureurs qui indiquent que vos reins sont en difficulté. J'expliquerai ce qui se passe réellement au niveau physiologique, pourquoi chaque signe est important et comment distinguer les variations normales des symptômes qui nécessitent une attention médicale. Parce que la connaissance fait la différence entre une intervention précoce qui préserve votre fonction rénale et une gestion de crise tardive qui limite considérablement vos options. Vos reins ne peuvent pas vous parler directement, mais ils vous envoient des signaux. Apprenons donc à les lire. Commençons donc par l'observation de la salle de bain que la plupart des gens semblent ignorer. Et nous y sommes tous confrontés dans une certaine mesure, l'urine mousseuse. Il est donc normal d'avoir de la mousse lorsque l'on urine dans les toilettes, surtout si l'on est déshydraté ou si l'on urine avec force. Mais une mousse persistante, une mousse qui ne se dissipe pas rapidement, une mousse qui ressemble à ce que l'on voit avec du savon à vaisselle est un signal d'alarme. Et c'est assez courant. Il s'agit d'un marqueur de l'urée protéique. Il signifie la présence d'une quantité importante de protéines dans l'urine. Voici ce qui se passe au niveau des reins. Les reins contiennent environ 1 million d'unités de filtration appelées néphrons. Chaque néphron possède un glomérule, qui est essentiellement un faisceau de minuscules vaisseaux sanguins dotés d'une membrane filtrante sophistiquée. Cette membrane est conçue pour laisser passer les petites molécules et les déchets tout en conservant les molécules plus grosses et plus précieuses, comme les protéines dans le sang. Lorsque les glomérules sont en bonne santé, presque aucune protéine ne se retrouve dans l'urine. Mais lorsque ces barrières de filtration sont endommagées, que ce soit à cause du diabète, de l'hypertension, d'une inflammation ou d'autres causes, elles commencent à fuir. Des protéines, en particulier l'albumine, passent dans l'urine. Ces protéines agissent alors comme du savon lorsque vous urinez et créent une mousse qui persiste. La présence de protéines dans l'urine n'est pas seulement un marqueur de lésion rénale, elle accélère encore le problème. Les protéines présentes dans les tubules rénaux déclenchent des réactions inflammatoires et un stress oxydatif, créant ainsi un cercle vicieux. La difficulté consiste à distinguer une mousse normale et occasionnelle d'une urine protéique pathologique. Si vous remarquez une mousse persistante la plupart du temps lorsque vous urinez, en particulier si elle est accompagnée de l'un des autres symptômes dont nous allons parler, vous devez consulter votre médecin pour une analyse de sang et une analyse d'urine. Une simple bandelette réactive permet de détecter les protéines. S'il est positif, un prélèvement d'urine de 24 heures permet de quantifier exactement la quantité de protéines que vous perdez. Le dépistage et le traitement précoce de l'urée protéique peuvent ralentir de manière significative la progression de la maladie rénale. Passons au deuxième signe d'alerte. Le gonflement des chevilles est un signe que beaucoup attribuent à la station de boue prolongée ou à la chaleur, mais qui peut en fait signaler un dysfonctionnement rénal. Des études cliniques ont montré que l'édème, terme médical désignant un gonflement, est souvent l'un des premiers signes visibles de problèmes rénaux. Le mécanisme ici est lié à ce que nous venons d'évoquer au sujet de la perte de protéines dans le point précédent. Lorsqu'ils sont endommagés, les reins ne perdent pas seulement leur capacité à filtrer les déchets,
ils perdent aussi leur capacité à réguler l'équilibre des fluides et à maintenir le taux de protéines. Lorsque les protéines s'écoulent dans l'urine, le taux de protéines dans le sang diminue. Cela crée un problème appelé hypoalbuminémie. L'albumine présente dans la circulation sanguine crée ce que l'on appelle une pression oncotique, qui aide à maintenir le liquide à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Lorsque le taux d'albumine baisse, cette pression diminue et le liquide s'écoule des vaisseaux sanguins vers les tissus environnants. Or, la gravité entraîne ce liquide dans les extrémités inférieures, ce qui explique que les chevilles et les pieds soient les premiers à gonfler. Au fur et à mesure que la fonction rénale s'aggrave, le gonflement peut progresser vers les genoux, les cuisses et finalement affecter les mains et le visage. Un autre mécanisme entre en jeu. Les reins endommagés n'excrètent pas efficacement le sodium. La rétention de sodium entraîne une rétention d'eau car l'eau suit le sodium. Cela augmente la quantité totale d'eau dans le corps, ce qui contribue à l'apparition d'édème. Les reins produisent également des hormones qui régulent la pression artérielle et l'équilibre hydrique. Lorsque ces systèmes sont perturbés par des lésions rénales, la rétention d'eau s'aggrave. Ce que je dirais, c'est qu'un léger gonflement occasionnel de la cheville après un long vol ou une journée passée debout est tout à fait normal. Mais un gonflement persistant qui ne disparaît pas avec l'élévation de la jambe, un gonflement qui s'aggrave le matin, un gonflement qui se creuse lorsque l'on appuie dessus, c'est-à-dire qui laisse une empreinte, sont des signes inquiétants qui méritent d'être examinés. Un simple test sanguin pour l'albumine et un test urinaire peuvent commencer à clarifier si les reins sont en cause. Passons au troisième point. Il s'agit d'un problème qu'il est facile d'ignorer parce qu'il est très courant et qu'il a de nombreuses causes potentielles. Il s'agit de la fatigue. Mais lorsque la fatigue est liée à une maladie rénale, elle présente des caractéristiques spécifiques qui la distinguent. Elle est due à un mécanisme spécifique, l'anémie liée à la maladie rénale chronique, qui a été largement documentée dans le New England Journal of Medicine. Les reins ne se contentent donc pas de filtrer les déchets, ils produisent une hormone appelée érythropoïétine. Cette hormone indique à la moelle osseuse de produire des globules rouges. Lorsque les reins sont endommagés, la production d'érythropoïétine diminue. Avec moins d'érythropoïétine, votre moelle osseuse produit moins de globules rouges et vous devenez anémique. L'anémie se traduit par une diminution de la capacité de transport de l'oxygène dans le sang. En d'autres termes, l'apport d'oxygène aux tissus, aux muscles et au cerveau est moindre. Il en résulte une fatigue profonde et persistante. Il ne s'agit pas de la fatigue que l'on ressent après une mauvaise nuit de sommeil. Il s'agit d'un épuisement très profond, d'une lourdeur qui rend les tâches les plus simples insurmontables. Il se peut que vous ayez besoin de vous reposer après des activités qui étaient faciles auparavant. Vous pouvez avoir des difficultés à vous concentrer parce que votre cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Vous pouvez vous sentir essoufflé lors d'un effort minime parce que votre corps essaie de compenser la réduction de la capacité de transport de l'oxygène. Ce qui rend ce phénomène vraiment insidieux, c'est que l'anémie se développe progressivement au fur et à mesure que la fonction rénale décline. On ne se réveille pas un jour soudainement anémique. Elle s'insinue en vous. Vous vous adaptez. Vous vous dites que vous vieillissez, que vous êtes un peu stressé ou que vous avez besoin de plus de sommeil. Lorsque cette anémie est suffisamment grave pour nécessiter un test, des lésions rénales importantes peuvent s'être produites. Le bilan diagnostique est assez simple. Il s'agit d'une numération globulaire, qui est probablement l'examen sanguin le plus courant. Elle révèle une anémie lorsque le taux d'hémoglobine et l'hématocrite sont faibles. D'autres tests peuvent ensuite confirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème de fer et qu'il n'y a pas de saignement. Ils peuvent confirmer que l'anémie est bien liée à une réduction de la production d'érythropoïétine. Une fois identifiée, l'anémie liée à la maladie rénale chronique peut être traitée par des injections d'érythropoïétine ou par des médicaments plus récents qui stimulent la production d'érythropoïétine. Mais la maladie rénale sous-jacente doit encore être traitée pour éviter que le déclin ne se poursuive. Passons à la quatrième, qui se manifeste progressivement au fur et à mesure de l'évolution de la maladie rénale. Il s'agit de la nicturie ou du besoin d'uriner fréquemment pendant la nuit. Aujourd'hui, une étude publiée dans l'American Journal of Kidney Disease identifie la nicturie comme un symptôme précoce de l'insuffisance rénale chronique, souvent négligée. Des reins sains concentrent l'urine pendant le sommeil. Votre corps produit de l'hormone antidiurétique. Cette hormone indique à vos reins de réabsorber plus d'eau et de produire moins d'urine pendant la nuit afin que vous puissiez dormir sans interruption. Les reins réagissent en produisant de petites quantités d'urine très concentrées. C'est pourquoi les premières urines du matin sont généralement plus foncées, plus concentrées et peut-être un peu plus malodorantes que les urines de la journée. Lorsque la fonction rénale diminue, cette capacité de concentration des reins est perdue.
Les tubules endommagés ne peuvent pas répondre correctement aux signaux de l'hormone antidiurétique. Ils ne peuvent pas réabsorber l'eau efficacement. Par conséquent, vos reins continuent à produire de l'urine diluée tout au long de la nuit. Et votre vessie se remplit de façon répétée, vous réveillant pour uriner. Ce n'est pas la même chose que de boire de grandes quantités de liquide avant de se coucher ou d'avoir une vessie hyperactive. Il s'agit d'une perte fondamentale de la capacité des reins à réguler l'équilibre hydrique en fonction des rythmes circadiens. L'autre mécanisme concerne la capacité des reins à traiter les déchets et l'excès de liquide qui s'accumulent au cours de la journée. Lorsque les reins sont en difficulté, ils peuvent prendre plus de temps pour traiter et excréter ces déchets. Il en résulte une augmentation de la production d'urine nocturne, les reins s'efforçant de rattraper leur retard. Aujourd'hui, certaines personnes atteintes d'une maladie rénale précoce constatent qu'elles urinent plus fréquemment pendant la nuit mais produisent moins d'urine pendant la journée. Le schéma à surveiller est celui d'une aggravation progressive. Si vous vous réveillez une fois par nuit pour uriner et que vous avez plus de 50 ans, c'est relativement courant. Et ce n'est pas nécessairement inquiétant. Mais si vous vous réveillez 3, 4, voire 5 fois par nuit, ou si cette tendance s'est développée relativement récemment, ou si les mictions nocturnes sont plus abondantes, ce sont là des signes qui justifient une évaluation. Des analyses d'urine, des tests sanguins et éventuellement des tests plus détaillés de la fonction rénale peuvent clarifier ce qui se passe. Consultez votre médecin si vous présentez l'un de ces signes. Le numéro 5 est lié au liquide de rétention dont nous avons parlé plus haut. Mais il se manifeste d'une manière spécifique par des yeux gonflés, en particulier le matin. De nombreuses recherches ont montré que l'édème périorbitaire, c'est-à-dire le gonflement autour des yeux, est un signe clinique de dysfonctionnement rénal lié à la perte de protéines et à la rétention d'eau. La peau du contour des yeux est l'une des plus fines et des plus élastiques du corps. Cette peau est donc particulièrement susceptible de présenter une accumulation de liquide. Lorsque les reins perdent des protéines et que le taux d'albumine dans le sang diminue, le liquide ne reste pas aussi efficacement dans les vaisseaux sanguins. Pendant le sommeil, lorsque vous êtes à l'horizontale, ce liquide se répartit uniformément au lieu de s'accumuler dans les extrémités inférieures. Le tissu lâche autour des yeux accumule facilement ce liquide, ce qui crée des poches ou des gonflements qui sont souvent plus visibles au réveil. Le schéma est typiquement bilatéral, affectant les deux yeux de manière symétrique. Si un seul œil est gonflé, il est plus probable qu'il s'agisse d'un problème local. Il peut s'agir d'une infection ou d'une blessure. Dans ce cas, vous devez consulter un médecin. Le gonflement s'atténue généralement au fur et à mesure que la journée avance et que vous vous tenez debout, ce qui permet au liquide de se répandre vers le bas. Mais à mesure que la maladie rénale progresse, le gonflement périorbitaire peut persister tout au long de la journée et s'accompagner d'un gonflement dans d'autres régions. Le diagnostic différentiel est ici très important, car tous les yeux gonflés n'indiquent pas nécessairement des problèmes rénaux. Les allergies, le manque de sommeil, les pleurs et, bien sûr, le vieillissement lui-même peuvent être à l'origine d'un gonflement périorbitaire. L'essentiel est de rechercher d'autres symptômes et facteurs de risque concomitants. Si les yeux gonflés s'accompagnent d'une urine mousseuse, d'un gonflement des chevilles ou de fatigue, ou si vous présentez d'autres facteurs de risque tels que le diabète ou l'hypertension, une maladie rénale est alors beaucoup plus probable et mérite d'être étudiée. Le 6e est un symptôme qui, à première vue, semble n'avoir aucun rapport avec les reins. Mais qui est en fait une conséquence directe de leur dysfonctionnement régulateur. Il s'agit des crampes musculaires. Des études montrent que les déséquilibres électrolytiques dus aux maladies rénales se manifestent souvent par des crampes musculaires. Les reins sont responsables du maintien d'un équilibre électrolytique précis, notamment en ce qui concerne le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le phosphate. Ces électrolytes sont essentiels à la contraction musculaire et à la signalisation nerveuse. Lorsque la fonction rénale diminue, la capacité à réguler ces électrolytes est altérée. Les niveaux peuvent devenir trop élevés ou trop bas. Et l'équilibre entre eux se modifie. Les crampes musculaires surviennent lors de contractions rapides et involontaires qui ne se relâchent pas. Cela se produit lorsque les signaux électriques qui contrôlent les contractions musculaires sont perturbés, ce que les déséquilibres électrolytiques provoquent directement. Un faible taux de calcium rend les muscles hyperexcitables, un faible taux de magnésium nuit à la relaxation musculaire, un taux de potassium élevé ou faible perturbe l'activité électrique normale des nerfs et des muscles. Or, l'incapacité des reins à maintenir des niveaux appropriés de ces électrolytes crée les conditions parfaites pour l'apparition de crampes. Les crampes associées aux maladies rénales ont tendance à être plus graves et plus fréquentes que les crampes typiques liées à l'exercice physique. Elles surviennent souvent au repos, en particulier la nuit.
Ils peuvent s'accompagner d'autres symptômes de déséquilibre électrolytique, comme une faiblesse, un rythme cardiaque irrégulier ou des engourdissements et des picotements dans les doigts. L'approche diagnostique consiste à vérifier un panel métabolique complet pour mesurer les niveaux d'électrolytes, ainsi que des tests de la fonction rénale. Le traitement dépend des électrolytes déséquilibrés. Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale, la gestion des électrolytes nécessite souvent des modifications du régime alimentaire ou des suppléments. Dans les cas avancés, la gestion des électrolytes peut impliquer une dialyse pour éliminer l'excès d'électrolytes ou remplacer artificiellement les électrolytes déficients. Le 7e symptôme rénal est peut-être le plus insoupçonné de tous. Il s'agit d'un symptôme qui semble n'avoir aucun rapport avec la fonction rénale, mais qui est en fait bien documenté dans les maladies rénales. Il s'agit des démangeaisons cutanées. Kidney International a donc publié de nombreux articles sur le pruritus hémique, c'est-à-dire les démangeaisons causées par l'insuffisance rénale. Le mécanisme est vraiment complexe et multifactoriel. Lorsque la fonction rénale diminue, les déchets qui devraient être filtrés s'accumulent dans la circulation sanguine. Certains de ces déchets se déposent sur la peau, où ils déclenchent des réactions inflammatoires et des démangeaisons. Les niveaux d'hormones parathyroïdiennes augmentent en cas de maladie rénale, car les reins ne parviennent pas à activer la vitamine D et à réguler correctement le calcium et le phosphate. Un taux élevé d'hormones parathyroïdiennes est associé à des démangeaisons. Il y a également un élément lié à la peau sèche. Les reins régulent l'équilibre des fluides. Lorsqu'ils sont défaillants, la peau peut se déshydrater en dépit d'une rétention générale de liquide dans d'autres parties du corps. La peau sèche et déshydratée est plus sujette aux démangeaisons. En outre, les troubles métaboliques de la maladie rénale affectent la fonction nerveuse, ce qui peut provoquer des démangeaisons neurogènes. Dans ce cas, la sensation de démangeaison survient sans qu'il y ait de modification visible de la peau. Ce qui rend le pruritus hémique particulièrement pénible, c'est qu'il résiste souvent aux traitements habituels des démangeaisons, comme les antihistaminiques ou les crèmes hydratantes. Les démangeaisons peuvent devenir graves, constantes et débilitantes, elles peuvent affecter le sommeil et même la qualité de vie. Elles tendent à s'aggraver au fur et à mesure que la maladie rénale progresse. Souvent, elle ne disparaît pas complètement tant que la fonction rénale n'est pas améliorée par la dialyse ou même la transplantation. Le schéma à reconnaître est celui d'une démangeaison généralisée, non localisée à une éruption cutanée ou à une blessure. Il s'agit de démangeaisons qui persistent malgré l'utilisation de remèdes en vente libre, de démangeaisons qui s'aggravent la nuit ou qui perturbent le sommeil, de démangeaisons qui s'accompagnent de l'un des autres symptômes rénaux que nous avons évoqués. Si vous souffrez de démangeaisons persistantes et inexpliquées et que vous présentez des facteurs de risque de maladie rénale, il est essentiel de tester vos reins. Le point commun de ces 7 signes d'alerte est qu'ils représentent différents aspects du dysfonctionnement rénal, qui se manifestent de manière observable. L'urine gazeuse indique que vous perdez des protéines à cause de filtres endommagés. Le gonflement des chevilles et les yeux gonflés indiquent que la régulation des fluides a échoué. La fatigue reflète l'anémie due à une réduction de la production d'érythropoïétine. La nicturie témoigne de l'incapacité des reins à concentrer l'urine. Les crampes musculaires sont le signe d'un dérèglement électrolytique. Les démangeaisons indiquent une accumulation de déchets et une perturbation du métabolisme. Aucun de ces symptômes pris isolément ne garantit une maladie rénale, il ne faut donc pas s'inquiéter outre mesure. La présence d'un ou de 2 signes ne signifie pas que vos reins sont défaillants. Mais ce sont des signaux qui méritent qu'on y prête attention, en particulier si vous présentez des facteurs de risque tels que le diabète ou l'hypertension, ou des antécédents familiaux. Plus la maladie rénale est détectée tôt, plus il est possible de la ralentir, de prévenir les complications, de maintenir la qualité de vie et même de la prolonger. La tragédie est que la plupart des gens ignorent ces signes d'alerte jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade avancé de l'insuffisance rénale, ou jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à la dialyse ou même à la transplantation. À ce stade, vous ne faites que gérer la maladie. Vous ne la prévenez pas. Ces signes doivent être détectés rapidement et faire l'objet d'un examen approfondi. Si vous travaillez avec votre médecin pour traiter les causes sous-jacentes et mettre en œuvre des stratégies de protection, vous pouvez potentiellement préserver votre fonction rénale. Si vous identifiez ces signes à un stade précoce, vous pouvez prolonger la fonction rénale pendant des années, voire des décennies, plus longtemps que si vous attendez que les symptômes s'aggravent. Vous savez maintenant à quoi vous attendre. Vous savez ce que ces symptômes signifient au niveau physiologique. Et vous savez que votre corps envoie en permanence des signaux sur son état interne. La question est de savoir si vous serez attentif, si vous prendrez ces signaux d'alarme au sérieux et si vous agirez avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Vos reins ne peuvent pas vous parler directement,
mais comme tous les autres organes, ils peuvent vous envoyer des signaux, et il vaut la peine de les écouter.